Monsieur Baouri, Oui. vous me permettrez également de vous remercier pour votre sérénité. Merci. Pour le temps que vous avez pris pour venir livrer votre part de vérité dans ces dossiers. C'est un devoir. Alors, ma première question, je voulais savoir, est-ce que le président Dadis avait approché les forces vives de la nation à l'époque dans le cadre de l'organisation de cette journée dite de recueillement et de réconciliation le 28 septembre 2009? Est-ce que vous avez été approché? Et jamais, je n'ai jamais appris qu'une initiative de ce genre allait se faire. Ben, sincèrement, est-ce qu'on peut organiser une journée de ce genre sans approcher les principales forces du pays? Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. D'accord. Je veux savoir, vous qui avez été ministre de la Réconciliation nationale, est-ce qu'on peut organiser une journée de recueillement et de réconciliation sans préalable? Il y a tout un processus si on veut faire correctement les choses pour que la politique de réconciliation nationale puisse être réellement effective. D'accord. Le 28 septembre, vous avez été informé de la réunion de ces préalables? Nullement, au contraire. D'accord. Est-ce qu'on peut organiser une journée de ce genre sans programme d'activité? Sans programme, sans rien, sans activité, une simple déclaration. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas crédible. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut valablement dire avec le temps que cette journée n'était qu'un prétexte pour justifier ce qui allait se passer? Non. Est-ce que cette journée du 28 septembre était réellement une journée de réconciliation? Ce n'était pas pour contrer la décision des forces vives d'organiser une manifestation? C'est le cas, c'était pour faire croire qu'il y a une autre activité qui devrait transcender toutes les autres et que nous devions renoncer. Merci. Alors, hier, la défense du président Dadis a fait ses mérites, qu'il aurait réuni les conditions sur le plan de la sécurité, sur le plan de la communication, sur le plan sanitaire, sur le plan judiciaire. Tout a été dit. En ce qui concerne l'aspect sécuritaire, on nous a dit qu'il aurait donné les instructions fermes au chef d'état-major des armées de confiner tous les militaires et de laisser la police et la gendarmerie assurer le maintien d'ordre et que ces mesures auraient été répercutées à tous les niveaux. Je vais vous lire un passage de sa propre déclaration. Et je précise d'ailleurs que sa défense avait indiqué hier qu'il avait pris toutes les dispositions pour prévenir les violences. Je vous lis sa propre déclaration. Je ne pouvais pas prendre des dispositions pour empêcher la manifestation ou prendre des dispositions particulières pour prévenir tout acte de violence. Est-ce que cette déclaration n'est pas en contradiction avec sa propre défense? Bien entendu. D'accord. Vous pouvez croire à ça, qu'un président de la République dise qu'il ne peut pas prévenir les violences dans un stade, même pas dans tout le pays? Vous pouvez croire à ça? Pas du tout. Qu'il ne peut pas prendre les mesures pour sécuriser sa propre population? Vous pouvez croire à ça? Pas du tout. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut alors dire que l'argumentation selon laquelle, sur le plan sécuritaire, le président Dadis avait pris toutes les dispositions n'est pas réelle, elle n'est pas véridique? Affirmatif. Merci, M. Baouri. Sur le plan politique, on nous a dit que le président avait pris son téléphone pour appeler M. Sidya Touré pour lui demander de reporter la manifestation. Alors, je vais vous donner le contenu de leur entretien, certains éléments. C'est M. Sidya Touré qui parle ainsi. J'ai entendu Tibou Kamara dire qu'il fallait faire respecter l'autorité de l'État. À partir de là, Dadis s'est déchaîné complètement. Il a dit répéter le respect de l'autorité au moins une dizaine de fois.
Dadis a continué à crier et de menacer de me rendre responsable de tout ce qui pouvait arriver et même de me faire arrêter. Est-ce que un appel qui contient un tel contenu peut dédouaner le président Dadis? C'est une menace clairement formulée. Est-ce que cette menace n'a pas été réalisée le lendemain? C'est affirmatif. Merci. Alors, au cours de cet entretien, l'un de ses proches, à savoir le colonel Moussa Tiegro Camara, était présent. Il a été entendu à l'enquête préliminaire. Parlant du contenu de cet entretien, il a déclaré ceci. J'ai entendu dire le président Dadis que les gens doivent respecter les lois de la République. Ce n'est pas une confirmation de cette menace? Affirmatif. L'organisation de ce meeting violait quelle loi de la République? Aucune. Aucune loi. Merci. Alors, s'agissant du même appel, le président Dadis a déclaré qu'il dormait. Il dit qu'il dormait et que c'est Feu Makambo qui est entré le réveiller. Il n'a même pas fini de communiquer avec le président Sidia. La communication s'est interrompue et il s'est endormi. Mais le colonel Moussa Tiegro lui-même, il fait la déclaration de cet entretien où il dit clairement qu'il était présent et qu'il y avait aussi une autre personne décrite ailleurs comme étant M. Tibou Camara. Je vous lis ce passage. Quand le capitaine Dadis appelait Sidia Touré au téléphone pour lui dire en ces termes: grand frère, je vous ai demandé de surseoir à votre marche de demain pour raison d'intérêt national et je vous ai même envoyé des religieux. Dans leur conversation, parce qu'on n'entendait pas ce que disait Sidia, j'ai entendu dire le président Dadis que les gens doivent respecter les lois de la République. Et pendant ce temps, il était dans sa chambre à coucher et en culotte. Dites-moi, à 1h et 2h du matin, si réellement le président Dadis dormait, est-ce que le colonel Moussa Tiegro Camara allait se trouver dans sa chambre? S'il dormait, il allait se trouver dans sa chambre? Non, pas du tout. Qu'est-ce que M. Tibou Camara viendrait faire dans la chambre d'un président de la République à 1h et 2h du matin qui dort? Qu'est-ce qu'il viendrait faire? Est-ce que c'est son garde-corps? Non. M. Tibou Camara, c'est un militaire? À ma connaissance, non. C'était l'aide de camp du président Dadis? Non. Avec le recul, ce n'était pas pour planifier ce qui allait se passer le lendemain? C'est possible. C'est possible. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dès le lendemain, c'est le colonel Moussa Tiegro Camara qu'on a vu au stade. Dès le lendemain, très tôt. Si le colonel Moussa Tiegro, le même lendemain au stade, prend soin de le dire, de le marteler, de le répéter aux manifestants, si vous rentrez au stade, tout ce que vous aurez obtenu, vous l'aurez cherché. Est-ce que ce n'est pas en connaissance de cause? C'est possible. Parce qu'il était avec le président tard la nuit. Merci, M. Baou. Je continue. Sur le plan sanitaire, on nous a aussi dit que le président Dadis a réuni toutes les conditions. Vous avez été informé du pillage de la pharmacie de l'hôpital d'Onka? Oui. Est-ce que si les dispositions avaient été prises sur ce plan-là, on aurait assisté à ce pillage? Pas du tout. Vous n'avez pas été informé de l'entrée des militaires, les bérets rouges, dans les hôpitaux à la recherche des malades? Affirmatif. Vous n'avez pas appris que les bérets rouges sont allés chasser les gens dans les morgues, notamment à Donka? Affirmatif. Quand même. Est-ce qu'on peut dire que les dispositions sanitaires avaient été prises? Non. Et que dire des actes posés par son ministre
de la santé. Vous avez appris les récits, vous avez écouté. Quelques-uns, oui. Merci, M. Bao. Alors, hier, contre toute attente, nous avons entendu la défense du président Dadis dire que ce sont les manifestants eux-mêmes qui se sont entretués avec les armes qu'ils auraient prises au commissariat de Bellevue et au commissariat du stade du 28 septembre. J'ai devant moi un rapport dressé et signé par le commissaire même du commissariat central de Bellevue par rapport à ces événements. Dans ces rapports, il est clairement indiqué qu'il n'y avait pas de munitions. C'est pourquoi les agents avaient d'ailleurs fui. Je vous lis ce passage. Nos agents ont cherché à maintenir le dispositif autour de notre commissariat, qu'ils ont fini par abandonner, faute de munitions. Bon Dieu. Ça, c'est le commissaire du commissariat lui-même qui parle, qui dit qu'il n'y avait pas de munitions. Est-ce qu'on peut soutenir que c'est avec les armes prises dans ces commissariats que les crimes ont été commis au stade du 28 septembre? Ce n'est pas compréhensible. Ce n'est pas possible. Et même, s'agissant du commissariat du stade du 28 septembre, le commissaire de Dixine qui était présent a été auditionné devant les juges d'instruction. Son audition est là. Nulle part, il n'a mentionné qu'il y avait les armes qui ont été prises par les manifestants. Nulle part. Entre les déclarations du commissaire lui-même qui était présent au moment des faits et d'autres déclarations selon lesquelles les gens auraient pris les armes, qu'est-ce qu'on peut prendre pour vrai, M. Baour? L'autorité du commissaire est suffisamment édifiant et c'est la personne la mieux indiquée pour dire ce qui s'est réellement passé. On ne vous a pas signalé, mais est-ce que cela veut dire que ça n'a pas été fait parce que vous ne savez pas? Dès lors que c'est les militaires qui étaient là pour assurer la garde de la morgue, en complicité avec leurs collègues, ils peuvent venir soutirer les corps, les envoyer, n'est-ce pas? Supposition, moi je ne sais pas. Très bien, je vous remercie, M. le Président. Merci, M. le Président, honorables assesseurs. Professeur Ba, Oui. merci d'être venu. Merci. Et on profite de l'occasion pour vous féliciter parce que vous êtes un médecin réputé et très attaché à son travail. Merci. Et on va donc continuer à vous poser des questions. Parmi les militaires qui étaient venus déposer les corps au niveau des différentes morgues, est-ce que vous avez pu identifier certains d'entre eux? Non. Je connaissais seulement les médecins. Parce que les médecins, bon, vous savez, on se connaît tous. Les militaires, non. Je ne les connaissais pas. Et les médecins faisaient partie de ces gens qui étaient venus déposer ces corps? Oui, les médecins étaient avec moi. C'est-à-dire, en fait, quand je suis arrivé à la morgue, j'ai trouvé les médecins déjà en place. Donc, ils étaient là, en tenue militaire. En fait, c'est eux qui étaient mes interlocuteurs. Voilà. Donc, quand, par exemple, je voulais faire passer un message pour dire à un militaire, non, 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 tu ne prends pas le corps comme ça, il faut le descendre, ils obéissaient beaucoup plus à leur hiérarchie militaire qu'à moi. Donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, on a travaillé ensemble. Mais je ne connaissais pas les militaires. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire le type ou les types d'armes à feu qui avaient été utilisés? Oui. Allez-y. Je peux dire le type d'armes à feu. D'abord parce que j'ai eu à examiner les douilles. Les douilles de cette arme, ce sont des douilles qui ont
une tête pointue. Et j'ai regardé dans la littérature, c'est des douilles de calibre 7 mm, donc tirées par des armes qu'on appelle du type Andrei Kalachnikov. Donc ce sont des armes de guerre, c'est évident. Et donc à travers même les orifices d'entrée qu'on a pu observer, et ça montre un peu aussi la caractéristique de ces armes. Vous savez, c'est des armes, comme j'ai décrit, qui ont un bout pointu et qui, lorsque le tireur appuie sur la détente, il y a une percussion au niveau de la cartouche. Et cette percussion de la cartouche va entraîner une combustion de la poudre qui est à l'intérieur et projeter les plombs ou le projectile en dehors du canon, qui dans la théorie fait une vitesse de plus de 1000 mètres par seconde. Et dans sa trajectoire, ce projectile, dans son mouvement de rotation, donc récolte tout ce qui est au niveau de la face antérieure du canon, donc qui sont des débris, des déchets, et qui viennent sur la zone de contact, qui est la zone d'impact, non seulement laisser les traces de brûlure, ce qui nous permet de reconnaître l'orifice d'entrée, qui est la collerette érosive, mais ce qu'on appelle la collerette d'essuyage, qui sont les déchets que cette arme a eu à envoyer au niveau de la zone d'impact, qui est la collerette d'essuyage. Donc ce sont des armes de guerre, je confirme, de type Andrei Kalachnikov. Donc toute la théorie montre que c'est des armes, théoriquement je les appelle les 22, calibre 22, mais j'ai vu sur la théorie que c'est des 7 mm. D'accord. Bon. Et vous dites également qu'aucune réquisition à médecin ne vous a été adressée? Aucune. Même par la commission d'enquête qui avait été mise en place? La commission d'enquête? Oui, l'enquête nationale. Bon, je faisais partie de la commission d'enquête, donc non, j'ai seulement informé à l'époque mes collègues de la commission d'enquête sur la nécessité de faire des prélèvements et de rechercher l'ADN. Et le ministre à l'époque, qui a été très réceptif, qui était ministre militaire, M. Sibalo Alamou, je vais dire son nom aussi, et il a été réceptif et tout de suite ils ont accepté et puis on a fait les prélèvements et envoyé. Donc la commission d'enquête, je pense que s'il y avait une décision à prendre, je devrais faire partie parce que je suis membre de la commission. Donc il n'y a pas eu de réquisition. Je m'attendais beaucoup plus à une réquisition du procureur, pour être honnête. Voilà. Donc ça a été fait de façon spontanée. Voilà, c'est vous qui l'avez. Oui, je l'ai fait. J'ai eu peur de faire des autopsies. Vous savez pourquoi? Pour ne pas que vous me poursuivez pour profanation. C'est aussi simple. On pouvait porter plainte pour profanation des corps. Je fais l'autopsie, je n'ai pas l'autorisation. Voilà pourquoi je ne l'ai pas fait. Donc je me suis arrêté à l'examen extérieur des corps. Et la personne ne pouvait me poursuivre. Et même pour l'exhumation des corps, il n'y a pas eu de réquisition? C'est vrai. C'est vrai. Il n'y a pas de réquisition? Non, il n'y a pas eu de réquisition. Ça a été décidé au sein de la commission? Ça a été décidé au sein de la commission d'enquête et entérimé par le gouvernement parce que le ministre de la Justice était membre du gouvernement. Ceux qui ont pris les frais pour envoyer les corps, les prélèvements à Paris. D'accord. Et le jour de la restitution des corps à l'esplanade de la mosquée Faisal, vous dites qu'il y avait un ministre qui était là? Oui, le ministre Sanou. C'était quel Koutoubou ministre? Sanou, oui. Monsieur Koutoubou Sanou, oui. C'était le seul ministre qui était présent ce jour? Bon, j'ai oublié. Ou bien il y avait d'autres membres du gouvernement? C'est lui parce que c'était lui le président de la commission d'enquête et la commission de restitution. Les autres, j'avoue sincèrement, j'ai oublié. Colonel Gabi était là? Je crois, probablement. J'ai oublié, honnêtement. D'accord. Et on va surtout insister, professeur, sur la militarisation des morgues. Là? La militarisation, la présence des militaires au niveau des morgues. Okay. Parce que il y a eu des victimes qui sont passées ici, des victimes médecins même, qui ont confirmé qu'effectivement, pendant des jours, des militaires étaient au niveau des différentes morgues. Oui.
Et combien de jours ces militaires sont restés au niveau de ces morgues? Durant tout le séjour des corps. Vous pouvez faire une estimation, professeur? Honnêtement, j'ai oublié. Ça fait une semaine. Je ne sais pas la durée de séjour des corps dans les différentes morgues avant l'enterrement, avant l'exposition de... J'ai oublié. Mais durant tout le séjour... Mais il faut dire, les premiers jours, les militaires n'y étaient pas. Hein. D'accord. Et ils sont venus... Ils ne sont pas venus immédiatement après. Je crois que c'est quand les gens, il y a eu beaucoup plus de mouvements dans les morgues, où chacun voulait venir maintenant voilà, à la recherche d'un corps et tout ça. Donc il y avait beaucoup de monde. Donc je crois qu'ils ont décidé de sécuriser, je pense. Je pense que c'était beaucoup plus pour réguler, comme je l'ai dit, les rentrées et les sorties. Pour moi, c'était ça. Voilà, parce qu'il nous a été dit qu'effectivement des corps ont été enlevés nuitamment par les bérets rouges. Et là, on a des éléments, hein, même au dossier. Okay. Effectivement, des corps ont été enlevés nuitamment au niveau des 2 morgues pour une destination inconnue. Mais puisque vous dites que vous n'allez pas trop vous appesantir sur cette question, ça demeure quand même une évidence. Et aussi, docteur, Général Valentin Haba est passé ici. Il dit qu'au niveau du camp Samori Touré, 2 camions étaient venus dans lesquels il y avait 54 corps. Et ces 54 corps ont été mis à la disposition du colonel Diaby sur instruction du général Toto. Est-ce que vous avez appris quelque chose par rapport à cela? Non. Donc ces 54 corps-là n'étaient pas arrivés au niveau des 2 morgues? Non. Merci bien. Et dans le cadre de la gestion de cette affaire, est-ce que vous avez eu la chance de rencontrer la dame du CICR, la responsable du CICR qui était là à cette époque? Non, en fait, on m'a toujours parlé d'elle, mais je ne l'ai pas rencontrée. Je crois que je travaillais beaucoup plus avec le représentant de la Croix-Rouge. D'accord. J'ai oublié son nom, mais CICR, peut-être, on s'est rencontrés, mais je n'ai pas souvenance. Et même si on s'est rencontrés, on n'a pas discuté de quelque chose de particulier. D'accord. Oui, mais je ne me rappelle pas. D'accord. Et pour nous résumer, par rapport à l'utilisation des armes, il y a eu des armes à feu, oui, des armes contondantes oui, et des armes tranchantes. Des armes tranchantes, oui. Merci, docteur. Merci beaucoup.